à tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le lundi 12 février, voici les titres de votre journal. Retour à la normale au collège Charles III après l'incident survenu mercredi dernier. Nous écouterons dans quelques instants Christophe Robineau et Patrice Cellario. Le temps passé devant nos écrans est de plus en plus important, surtout chez les enfants. Quelles conséquences? Comment agir? Une conférence était organisée ce week-end pour donner les outils aux parents. Nous y étions. Du basket et du football dans ce journal également, avec la Roca Team qui reçoit l'Asvel pour les quarts de finale de la Coupe de France et l'AS Monaco qui remporte le derby de la Côte d'Azur. Et puis Bertrand Piccard sera notre invité ce soir. Après Solar Impulse, l'explorateur se lance dans un nouveau défi, le tour du monde en avion à hydrogène. Il nous dira tout à la fin de ce JT. Le collège Charles III a rouvert ses portes ce lundi. Les analyses complémentaires menées par les techniciens du bureau de contrôle agréé Socotec et les marins-pompiers de Marseille ont confirmé les résultats des premiers tests effectués par les sapeurs-pompiers de Monaco. Une action qui avait été demandée par le gouvernement par principe de précaution, alors que plusieurs symptômes avaient été signalés par les élèves de l'établissement à la suite d'un incident survenu mercredi. Incident qui avait entraîné la fermeture provisoire du collège vendredi. Tout est désormais rentré dans l'ordre, comme le confirme le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robineau, et le ministre de l'Intérieur, Patrice Cellario. Ils sont au micro de Vanessa Dessy. La brigade des marins-pompiers de Marseille qui a délégué une équipe NRBC qui a procédé à de nombreux prélèvements, bien plus larges que ce que nous aurions pu faire, puisqu'ils sont équipés de matériel extrêmement performant, spectromètre de masse, spectromètre infrarouge, et puis possibilité de réaliser des PCR pour dépister non seulement des polluants atmosphériques de surface, mais également des agents pathogènes. Aucune substance toxique, aucun germe pathogène, aucune toxine n'ont été retrouvées dans l'ensemble des locaux du collège sur des prélèvements d'eau, sur des prélèvements aériens, sur des prélèvements de surface. Ouais, la rentrée des classes s'est passée ce matin dans des conditions normales, je dirais comme tous les lundis matins. En plus, le temps était clément, donc on n'a pas eu de problématiques liées à la pluie, avec d'ailleurs des personnels, enseignants, non enseignants, rassurés, des élèves également très, très calmes, et un taux d'absentéisme, ce qui est peut-être une bonne valeur pour apprécier les choses, similaire à celui que nous avions en début de semaine dernière. Donc RAS, tout va bien au niveau du collège, les cours ont pu reprendre normalement. Voilà ce que nous pouvions dire donc sur les analyses complémentaires pratiquées au collège Charles III suite à l'incident survenu mercredi. Des analyses concluantes donc qui ont permis la réouverture de l'établissement ce lundi. Intéressons-nous à présent à ce sujet qui nous concerne tous et que nous évoquions dernièrement dans notre JT. Le temps passé devant nos écrans est de plus en plus important. Un constat qu'a soulevé dernièrement le président français Emmanuel Macron, mentionnant notamment vouloir prendre des mesures à ce sujet. La principauté est également sensible à cela. Une conférence était organisée à la bibliothèque Louis Notari ce week-end pour notamment donner des outils aux parents et les sensibiliser au risque et à la dangerosité des écrans chez les jeunes. Le reportage de Justin Adel et Lionel Bernardi. L'objectif est simple, apporter des conseils et aider les parents. Les risques des écrans sont nombreux, notamment sur la croissance et la santé des enfants. Si une chose est à retenir, c'est la règle des 4 pas. La règle en fait la plus simple pour les parents à retenir, quel que soit finalement l'âge de l'enfant, c'est vraiment fondamental. Pas le matin, pas pendant qu'on mange, pas tard le soir et pas dans la chambre, pas d'écran dans la chambre, 0 écran dans la chambre, même les portables des adolescents. Évidemment, la règle la plus drastique serait de les interdire totalement. En moyenne, un enfant de 3 ans et demi passerait 1h20 devant un écran, chez les ados 4 heures, et ce, uniquement pour du loisir. Les écrans ont une influence sur le sommeil de vos enfants, leur poids, voire même leur développement et leur motricité. C'est bien évidemment important aussi à Monaco d'aborder ce genre de sujet, de thématique. C'est un sujet mondial, donc c'est vraiment important de pouvoir parler de ce sujet. Et on voit d'ailleurs, les parents se sont déplacés, donc je pense que c'est un sujet qui vraiment a besoin d'être abordé aujourd'hui. Un calcul simple vous permet de prendre conscience de leur impact. Si tous les jours vous consacrez 2 heures aux écrans pour regarder une série, un film ou consulter les réseaux sociaux et que vous vivez jusqu'à 80 ans, en tout, vous y aurez passé 9 ans de votre vie.
Dans le reste de l'actualité, 4 nouveaux ambassadeurs ont remis leur lettre de créance ce lundi, à commencer par l'ambassadeur du Brésil, Ricardo Neiva Tavares. Il a déjà représenté son pays auprès de l'Union européenne, en Italie, à Malte ou encore en Autriche. Il s'est ensuite entretenu avec le prince Albert II dans le salon de famille, tout comme Leïla Abdoulayeva, représentant l'Azerbaïdjan. Depuis 2002, elle occupe des postes diplomatiques dans divers départements du ministère des Affaires étrangères. À noter que Leïla Abdoulayeva est également ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan en France. Raúl Fernández Daza, représentant le Chili, a lui aussi remis ses lettres de créance au prince souverain. Le Chili est touché dernièrement par des incendies meurtriers à Valparaiso. Après avoir officié en Haïti, en Belgique, au Luxembourg ou encore au Canada, Raúl Fernández Daza est ambassadeur du Chili en France depuis juin 2023. Il représentera désormais son pays en principauté. Enfin, Kenneth Jacques Gervais Racombo a refermé cette cérémonie de remise de lettres de créance. L'ambassadeur des Seychelles à Monaco a débuté sa carrière dans la diplomatie en 2002. En 2019, il a notamment été nommé premier secrétaire du ministère de la Pêche et de l'économie bleue de la République des Seychelles. Le deuxième forum Monaco pour l'emploi aura lieu ce vendredi au Grimaldi Forum. Fort du succès de la première édition, le gouvernement proposera cette fois-ci un format élargi et donc plus ambitieux, l'occasion de permettre aux demandeurs d'emploi et aux entreprises de la principauté d'échanger et de créer des opportunités professionnelles. Plus d'informations sur ce site internet monacopourlemploi.com. Nouvelle semaine dense pour la Roca Team. Avant de disputer la Leaders Cup vendredi à Saint-Chamond dans la Loire, les Monégasques reçoivent une nouvelle fois l'Asvel demain, mais en Coupe de France cette fois-ci. Les tenants du titre, invaincus sur leur parquet en championnat et 4e d'Euroleague, doivent tenir le rythme pour atteindre leurs différents objectifs. Sacha Obradovic est au micro de Yannick de Bever. You cannot see too much preparation for Asvel game. We're going to analyze the one we played, before. But I think it's also gonna be different. It's we know it's always a chance to save somehow maybe the season through the cup, one of the trophies so we have to be really ready and respect them. Most probably Nando will be there, so it's gonna be another quality guy in rotation. And now it's to attack some of the goals we set before the season. This is definitely to be the first standing before the playoff, to try to win the both cups, and of course when the playoff comes, to have people ready to play like we were previous year. Et ce choc Monaco-Asvel en quart de finale de la Coupe de France, c'est ce mardi à 20 h à la salle Gaston Médecin. En football, l'AS Monaco se relance en championnat et de la plus belle des manières. Les joueurs d'à 18 h ont remporté le derby de la Côte d'Azur dimanche soir, 3-2. Grâce à cette victoire, dans un match complètement fou, marqué notamment par l'expulsion du Niçois Dante, les Rouges et Blancs retrouvent par la même occasion le podium. Ils sont 3e au classement de Ligue 1. On écoute les réactions du buteur, auteur d'un doublé hier soir à l'Allianz Riviera, Denis Zakaria et Youssouf Fofana. C'est important, mais surtout le plus important c'était de gagner ce derby et de sortir la tête de l'eau entre guillemets. Donc on est content de cela et maintenant on doit travailler pour la suite. On a vu des hommes, c'est un derby, il fallait répondre présent. Voilà, face à une belle équipe de Nice, on a su répondre. Et malgré le petit passage à vide qu'on traverse, j'espère que ce sera un petit restart pour recommencer la belle saison qu'on avait commencée. Et nos experts foot Christophe Paco et David Ducci développeront cette victoire des Monégasques dans le derby azuréen juste après ce journal. Il est temps à présent de recevoir notre prochain invité. Rappelez-vous, c'était en 2016, Solar Impulse bouclait un tour du monde historique, le premier à bord d'un avion solaire. À l'origine de ce projet, Bertrand Piccard et André Borschberg, qui avaient fait le choix d'établir leur centre opérationnel à Monaco. Jamais avoir de solution pour notre planète, Bertrand Piccard revient aujourd'hui avec un nouveau défi. Il est notre invité ce soir. Bonsoir Bertrand Piccard. Bonsoir Émilie. Merci de nous faire l'amitié d'être avec nous sur Monaco Info pour nous parler de votre prochaine aventure, celle de Climate Impulse. Un tour du monde, cette fois-ci à bord d'un avion à hydrogène vert. Dites-nous tout. Vous savez, j'avais fait le tour du monde en ballon sans escale, mais il y avait des émissions.
J'avais fait le tour du monde avec Solar Impulse, sans émission, mais il y avait 16 escales intermédiaires. Donc maintenant, il fallait vraiment faire ce qu'on appelle le vol ultime, c'est-à-dire sans escale, tout autour du monde, zéro émission. Et la meilleure manière de le faire, à mon avis, c'est avec de l'hydrogène. Donc cet avion est en construction maintenant chez Raphaël Dinelli, qui est un navigateur et ingénieur en composite sur l'ouest de la France. Et cet avion devrait être prêt, j'espère, vers 2026 pour pouvoir faire les premiers tests en vol et le tour du monde en 2028. Est-ce que voler à l'hydrogène vert, c'est un grand défi technique et complexe, Bertrand Piccard? Alors, comme tout ce qui n'a jamais été fait, c'est un grand défi. Et une fois qu'on l'aura fait, ça paraîtra banal. Vous savez, le premier avion des frères Wright, c'était un immense défi et maintenant, c'est complètement habituel de voler dans le ciel. Les gens qui voyageaient à cheval pensaient qu'on pourrait jamais avoir des stations d'essence pour des voitures, donc ils continuaient à penser qu'il valait mieux avoir une botte de foin dans chaque auberge. Et puis maintenant avec l'hydrogène vert, eh ben oui, le défi est énorme, mais il faut ouvrir la voie. En fait, ce qu'il faut, c'est avoir de l'hydrogène liquide fabriqué entièrement à base d'énergie propre, d'énergie renouvelable, et conserver cet hydrogène liquide à moins 253 degrés, donc très proche du zéro absolu, dans des réservoirs extrêmement bien isolés. Ce qui veut dire que l'avion est construit autour du réservoir ou des réservoirs, c'est pour ça qu'il a ces deux fuselages avec le cockpit au milieu. Mais là, vous vous attaquez à un secteur, le secteur de l'aérien, qui est, je pense, le plus difficile à décarboner. C'est exactement pour ça que je m'attelle à ce secteur-là, parce que j'en ai tellement assez des gens qui disent on ne pourra pas décarboner l'aviation, on ne pourra pas décarboner le monde, on ne peut pas devenir plus propre, plus efficient, il n'y a que des problèmes, il n'y a pas d'avenir. Mais évidemment, quand on est sceptique par nature, eh ben, il n'y a pas d'avenir. Moi, ce que j'aimerais montrer, parce que je ne suis pas sceptique par nature, moi je suis un pionnier, je suis un explorateur, j'ai envie d'ouvrir des nouvelles voies, et j'aimerais montrer qu'en fait, il faut remplacer l'éco-pessimisme par l'action. Et cette action, elle est possible à tous les niveaux. Une fois de plus, l'aviation doit donner l'exemple. C'est pour cela qu'au-delà d'un vol, Climate Impulse veut être un porte-drapeau de l'action climatique. Un porte-drapeau de l'action climatique, exactement, et aussi un porte-drapeau de toutes les solutions qui existent dans le monde. Je rappelle que la Fondation Solar Impulse a identifié à ce jour 1600 solutions qui permettent de protéger l'environnement tout en étant économiquement viables, c'est-à-dire qui permettent d'intégrer aussi le monde de l'industrie, de la finance, de la politique, de la création d'emplois, etc. Donc on a besoin de porte-drapeaux qui sont un peu spectaculaires pour montrer ce qui est possible, parce que de l'autre côté, il y a tous ceux qui font des actions très spectaculaires en jetant de la sauce tomate sur la Joconde ou en se collant les mains par terre, mais je suis pas sûr que ça fasse vraiment avancer la cause écologique. Ça crée plutôt de la résistance au sein des décideurs dans ce monde. Et ce que j'aimerais beaucoup, c'est associer les décideurs de ce monde à cette action en leur montrant ce qui est possible. Ce projet, vous l'avez dit, est donc prévu pour 2028. Quelles sont les différentes étapes qui vont jalonner cette aventure jusqu'à ce grand départ? Alors, nous avons eu jusqu'à maintenant 3 ans d'études de faisabilité, de design. Et pour ça, ce qui est formidable, c'est qu'on a eu le soutien de l'industrie aéronautique, qui ne rit plus du tout comme autrefois ils avaient ri de Solar Impulse. Ils nous prennent très au sérieux. On a le soutien de Airbus, de Daher, Ariane Group, Capgemini qui nous a aidés également. Et maintenant, nous lançons la construction. La construction commence chez Raphaël Dinelli avec un partenaire principal que nous avons annoncé il y a quelques... Oui, même pas une semaine, c'était au milieu de la semaine dernière, Syensqo. Syensqo, c'est la spin-off de Solvay qui nous avait déjà aidé sur Solar Impulse et qui nous amène des matériaux pour avancer, des thermoplastiques, donc des matériaux composites recyclables, des membranes pour les piles à combustible, de l'isolation pour le réservoir d'hydrogène, des matériaux dont on a vraiment besoin, et puis des conseils scientifiques pour arriver à réussir. Donc la construction maintenant sur 2 ans, et puis 2026, j'espère qu'on pourra faire les essais en vol, avec des vols de plus en plus longs. Donc là, j'aimerais bien qu'on puisse en tout cas venir survoler la principauté, venir dire bonjour à tous ceux qui nous ont soutenus dans Solar Impulse. Et puis 2028, ce sera le tour du monde. Là, je ne peux pas encore vous dire d'où on partira. Je pense qu'on
on lancera un concours pour savoir quelle est la ville qui aimerait le plus nous recevoir pour le départ et l'arrivée. Et cette fois-ci, vous serez 2 à bord, Bertrand Piccard, avec Raphaël Dinelli? Absolument, nous serons 2 à bord. Il faut vous imaginer au milieu de ces très grandes ailes et des 2 fuselages, un petit cockpit avec 2 sièges devant les instruments de vol et derrière les sièges, une banquette pour pouvoir dormir à tour de rôle, tout le matériel embarqué, plus la nourriture, l'eau, petite cuisine et les toilettes. Et on se relayera, Raphaël Dinelli et moi, aux commandes. Tout a été pensé pour réaliser au mieux cette aventure de Climate Impulse. Merci infiniment Bertrand Piccard d'avoir été avec nous pour nous dévoiler ce projet. Évidemment, nous suivrons cette aventure de très près. Merci. Merci Émilie et soyez assurés que Climate Impulse gardera ce lien privilégié avec Monaco et nous sommes en train d'évaluer la possibilité de mettre le centre de contrôle mission de Climate Impulse à Monaco. Magnifique lien avec Solar Impulse qui avait son cœur à Monaco. Donc, à très bientôt. À très vite. C'est une ouverture qui était très attendue par les épicuriens et les amoureux des bonnes tables. Après 5 mois de travaux, le Blue Bay by Marcel Ravin a été inauguré samedi soir en présence du prince Albert II. Le nouvel écrin du chef doublement étoilé est une véritable ode à la vie. Écoutez l'émotion de Marcel Ravin au moment de l'inauguration. Je me sens fier, heureux de recevoir Monseigneur qui va ouvrir ce restaurant pour la première fois, pour son inauguration. Et je suis très heureux, mes équipes aussi, nous sommes très heureux d'accueillir Monseigneur ce soir. Comme vous pouvez le voir, dans ce restaurant, il y a quand même beaucoup de matières, où il y a le végétal. C'est aussi d'abord les 5 éléments de la vie, l'eau, la terre, le feu, le métal et le bois. C'est ce qu'on retrouve dans cette maison. Aujourd'hui, la cuisine va prendre tout son sens parce que nous avons un écrin qui puisse nous permettre justement d'aller au bout de l'histoire que nous avons écrit depuis bientôt 19 ans ici en Principauté. Et vous l'avez aperçu à l'image, Alain Ducasse était également présent pour l'inauguration du Blue Bay by Marcel Ravin, restaurant 2 étoiles au guide Michelin. Marcel Ravin que vous pouvez également retrouver au micro de Geneviève Berthy dans Monaco Info, le podcast. Il revient notamment sur cette longue histoire qui le lie à la Principauté. À écouter sur toutes les bonnes plateformes d'écoute en ligne, évidemment. Rejoignons Christinda Tomel pour sa rubrique Ceux qui font Monaco. Bonsoir Christinda, je crois savoir que vous êtes dans le quartier de la Condamine pour ce nouveau numéro. Oui, aujourd'hui on se retrouve au 25 rue de Millau devant une boutique bien connue en Principauté. Vous êtes tous déjà passés au moins une fois ici. C'est un petit peu notre Madeleine de Proust. Nous parlons de la librairie L'Alphabet. On a plein de produits de papeterie et aussi beaucoup d'articles de fête en général parce qu'on a récupéré du coup les produits de la société Célébration qui a fermé l'année dernière et du coup on a pu racheter une grande partie de leur stock. Donc effectivement on peut aussi retrouver ce type d'articles en plus des articles de papeterie qui étaient déjà là depuis plus de 5 ans. Et aussi de la librairie. Les élèves tous les ans se fournissent chez nous, que ce soit pour les bouquins scolaires, que ce soit tout ce qui est pour les articles, pour leurs trousses. On s'occupe de tout pour eux, pour les élèves. Et puis alors le grand rush, c'est au début de l'année scolaire? Ouais, dès la rentrée surtout. Pour nous ça commence dès juin-juillet, dès qu'on a la possibilité d'avoir les listes scolaires pour toutes les écoles de Monaco. Et du coup, on commence à préparer les listes déjà avec certains parents qui nous amènent les listes bien avant la rentrée, mais bon, il n'y a pas le choix, c'est du travail. Les parents ont juste à venir en boutique avec une liste scolaire pour leurs élèves. On s'occupe de tout de A à Z, en tout cas on a la possibilité de le faire. Et après, on les appelle, ils viennent récupérer ce qu'il faut. On a une partie librairie aussi en boutique qui se situe juste à côté, en plus des bouquins scolaires pour les élèves. Et donc effectivement, que ce soit pour les élèves, pour les adultes, pour tout le monde, hein. C'est une librairie en soi, donc si quelqu'un veut se fournir, qu'il vienne chez nous. En plus d'être le fournisseur officiel de manuels et d'articles scolaires, ainsi que le fournisseur d'articles de fête, l'Alphabet, sachez-le, s'occupe également de réaliser vos tampons et vos travaux d'imprimerie. Et Christinda Tomel, vous êtes désormais dans les studios de Monaco Info avec nous pour nous dévoiler les prévisions météo pour la journée de mardi.
Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Demain, même si quelques passages nuageux sont prévus dans la matinée, il s'agira d'une journée lumineuse dans l'ensemble avec de beaux instants ensoleillés, notamment durant l'après-midi. Les températures seront de saison et seront comprises entre 9 et 15 degrés. Demain, nous fêterons les Béatrices. Et cela sera également mardi gras. Merci Chrisinda et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On referme ce journal avec les photos de Frédéric Nébinger et l'inauguration tant attendue du Blue Bay by Marcel Ravin en présence du Prince Albert II. Passez une excellente soirée et à demain 19h pour un nouveau JT sur Monaco Info.